Ils ont qualifié cela d'erreur terrible. Après le divorce, seule et enceinte, elle a dépensé ses dernières économies dans un manoir abandonné appartenant à un gangster, dont personne d'autre ne voulait. L'endroit tombait en ruine. Le passé était dangereux. Mais ce qu'elle a découvert à l'intérieur de ce manoir abandonné n'était ni la décadence ni le crime. C'était une vérité enfouie depuis des décennies. Une vérité qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir et changer complètement son avenir. Avant de commencer, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fortes et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Helen Marchand n'avait pas été qualifiée de courageuse depuis longtemps. Pas quand son mari l'avait quittée pour une barista de 23 ans. Pas quand la banque avait saisi leur maison. Et certainement pas quand, à 39 ans et enceinte de 4 mois, elle avait utilisé le reste de son règlement de divorce pour acheter une maison que tout le monde considérait comme maudite. Mais debout devant les grilles rouillées du domaine de Lennox, Helen ressentit quelque chose qui n'avait rien à voir avec la logique. Une attraction. Le manoir était une bête envahie par la végétation, située à la périphérie de l'État de New York. Il appartenait autrefois à un gangster de l'époque de la Prohibition nommé Angelo Red Lennox. Des rumeurs circulaient au sujet de cadavres dans les murs, de coffres-forts cachés et d'argent qui n'avaient jamais été retrouvés depuis des décennies. Personne n'osait y toucher. Helen l'a fait. Elle a trouvé l'annonce sur un site d'enchères gouvernemental. Elle l'a acheté sans le voir. Tout le monde lui a dit que c'était de la folie. Mais quand le passé a déjà brûlé derrière vous, entrer dans un manoir hanté procure un sentiment étrange de paix. Alors qu'elle serrait la lourde clé et franchissait les portes d'entrée pourries, la poussière tourbillonnant dans l'air froid, Helen murmura à sa fille à naître. « Cet endroit a des secrets, tout comme nous. » Elle n'était pas venue pour les fantômes, mais la maison l'attendait. La première nuit fut plus froide que Helen ne l'avait prévu. Les vieux radiateurs gémissaient, mais ne chauffaient pas. Elle alluma un feu dans la cheminée du salon, avec un paquet de vieux journaux et des bûches de peigne qu'elle avait ramassées en ville. Le feu crépitait et claquait avec plus de dramatisme que de chaleur. Mais c'était déjà ça. Elle s'assit en tailleur sur un tapis poussiéreux, une tasse de thé entre les mains et le ventre qui s'arrondissait sous un épais pull. L'air sentait le moisi, le vieux bois et peut-être le bourbon. Elle ne savait pas si c'était de son imagination ou le fantôme d'une fête passée depuis longtemps. C'est alors qu'elle l'entendit. Un léger bruit sourd quelque part à l'étage. Elle se figea. Ce n'était pas le craquement de la maison, ni le vent. C'était un bruit sourd et délibéré, comme si quelque chose de lourd avait été laissé tomber, puis traîné. Elle se leva lentement, le cœur battant au rythme des mouvements de son bébé. « Probablement un raton laveur », murmura-t-elle. « Peut-être un opossum ou un fantôme aux genoux fragiles. » Elle gravit le grand escalier, dont les marches grinçaient sous ses pieds. La lampe torche de son téléphone perçait à peine l'obscurité épaisse, mais elle suivit le bruit jusqu'à l'aile est, où le papier peint défraîchi se recourbait sur les murs comme des parchemins anciens. La porte au bout du couloir était entr'ouverte. Elle la poussa lentement. À l'intérieur se trouvait une chambre à coucher, intacte malgré le temps. La poussière recouvrait la coiffeuse. Un fauteuil en velours s'affaissait près de la cheminée, mais ce qui attira son attention, c'était l'armoire. L'une de ses portes était un bocal, et à l'intérieur, un drap avait été tiré vers le bas, comme si quelqu'un venait de le fouiller. Elle retint son souffle. « Il n'y a personne d'autre ici », murmura-t-elle. Mais sa voix ne semblait pas convaincue. Elle inspecta la pièce, ouvrit les fenêtres, puis le placard. Rien. Pas d'animaux, pas de squatteurs. Elle laissa la porte ouverte en sortant. De retour en bas, elle vérifia 2 fois les serrures. Elle resta éveillée jusqu'à ce que le feu se transforme en braise. Le lendemain, Helen explora la maison plus en détail. Elle passa de pièce en pièce, nettoyant les toiles d'araignée, ouvrant les volets, laissant la lumière inonder les pièces qui n'avaient pas vu la lumière depuis des décennies. Le manoir était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. 3 étages, un grenier, un sous-sol complet et une serre en ruine. Il était magnifique, comme le sont les choses oubliées, douloureusement silencieuses, obstinément debout. Elle trouva une vieille radio, un miroir poussiéreux gravé des initiales AL et, derrière une commode, la photo d'un homme en costume rayé, une cigarette pendante à la bouche. Au dos, quelqu'un avait écrit en rouge « 1932 » avant que tout ne s'effondre. Cette nuit-là, elle retourna dans la chambre de l'aile Est, déterminée à affronter la situation. Rien ne bougeait.
rien ne frappait. Mais lorsqu'elle revint dans le couloir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une légère trace sur le mur, juste à côté du dressing. Une couture rectangulaire, à peine visible, comme une porte que quelqu'un avait essayé de cacher avec de la peinture et du papier peint. Helen appuya sa paume dessus. C'était solide, mais elle sentit un léger courant d'air. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Elle se précipita dans la cuisine et revint avec un couteau, décollant le papier le long de la couture. En dessous, elle trouva du bois vieilli et un trou de serrure rouillé. « Où est-ce la clé ?» murmura-t-elle. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Impossible. Quelque chose en elle lui disait que cette porte, quoi qu'il y ait derrière, était l'une des raisons pour lesquelles elle était là. 2 jours plus tard, en rangeant le bureau, elle la trouva. La clé était cachée dans un livre évidé intitulé « The Blue Dahlia », posé sur une étagère en hauteur. Elle était vieille, en laiton, ornée et en forme de rose. Elle n'hésita pas. De retour dans l'aile haie, elle glissa la clé dans la serrure. Elle résista, puis cliqua. La porte s'ouvrit dans un long grincement douloureux. Derrière elle se trouvait un escalier étroit, raide et en colimaçon, qui descendait dans l'obscurité. Elle hésita sur le seuil. L'air était plus frais ici, plus dense. Elle prit son téléphone et alluma à nouveau la lampe torche. Pas à pas, elle descendit. Au fond, elle trouva une pièce qui n'avait pas été touchée depuis les années 1930. Des murs lambrissés, une vieille table de poker, des bouteilles de whisky vides, un barret, oui, au fond, un coffre-fort, pas un modèle moderne. Une monstrueuse bête de fer boulonnée au mur, dont le cadran était usé par des décennies d'utilisation. À côté, un petit classeur était renversé. Des papiers jonchaient le sol, et elle s'agenouilla prudemment pour les ramasser. Des plans, des registres, des noms, des codes, des cartes et, tout en haut, un dossier intitulé « Marshall Confidential ». Helen sentit son sang se glacer. Son nom dans la maison d'un gangster. Et là, elle comprit qu'elle n'avait pas simplement acheté un manoir oublié. Elle avait acheté son entrée dans une histoire à laquelle elle n'avait jamais pensé appartenir. Le dossier intitulé « Marchand Confidentiel » tremblait entre les mains de Helen. Elle s'enfonça dans le fauteuil en cuir craquelé à côté de la table de poker poussiéreuse. Le silence dans la pièce secrète l'oppressait comme un brouillard. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des papiers jaunis, fragilisés par le temps, des actes de naissance, des photographies, des lettres tapées sur du papier à lettres friables. La première page la paralysa. Objet, Margaret Marchand. Alias, Margaret Lennox. Helen cligna des yeux. Sa grand-mère s'appelait Margaret Marchand, mais sa famille lui avait toujours dit qu'elle était une immigrante française, calme et réservée, qui avait travaillé comme couturière et était décédée avant la naissance de Helen. Ce rapport disait autre chose. Margaret Lennox, répertoriée comme l'épouse d'Angelo Red Lennox, le gangster qui avait possédé cette maison. Le cœur d'Helen battait de plus en plus fort à chaque mot. Selon le dossier, Margaret avait disparu des registres du FBI en 1953, présumée morte après une descente fédérale dans l'un des entrepôts de Red. Personne n'avait jamais été retrouvé. Mais la dernière page était une photographie granuleuse et décolorée. Une femme tenant un bébé. Elle portait un collier de perles et avait dans les yeux une peur qui traversait le temps. Helen la fixa. C'était sa grand-mère et le bébé. La date de naissance correspondait à celle de son père. Le lendemain matin, Helen se rendit en ville. C'était un petit endroit avec un seul restaurant, un seul magasin général et un receveur des postes suspects qui semblait être en vie depuis la guerre civile. Elle apporta la photo à la société historique locale. « Excusez-moi » demanda-t-elle à la femme âgée à l'accueil. « Je viens d'emménager dans la maison Lennox. J'ai trouvé ceci. Je pense que cela date des années 1940. » La femme, dont le badge indiquait « Erin », ajusta ses lunettes et examina l'image. Sa bouche se tordit. « Eh bien, que je sois damné, » murmura Erin. « C'est Margaret Lennox. Elle a disparu après que les fédéraux ont fait une descente sur les quais. Personne ne l'a jamais retrouvée. » Elle tapota la photo. Ce bébé. Les gens disaient qu'elle était enceinte quand elle a disparu. Personne n'a jamais vu l'enfant. Helen essaya de calmer sa voix. « Savez-vous si elle avait des parents encore en vie? » « Pas à notre connaissance. Le nom des Lennox a disparu avec Red. Du moins, c'est ce que nous pensions. » Irène plissa les yeux. « Vous avez dit que vous veniez d'emménager dans la propriété. » «
Oui, répondit Helen avec précaution. Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères. Irène la regarda de plus près. Vous vous ressemblez, vous savez, au niveau des yeux. Helen retourna au manoir en silence, les mains tremblantes sur le volant. Le bébé donna un petit coup de pied, comme s'il sentait son agitation. Elle n'était pas seulement liée à la maison, elle en était issue. Sa grand-mère n'était pas une simple couturière française. Elle avait été mariée à l'un des hommes les plus dangereux de l'État, puis elle s'était enfuie, avait changé de nom et avait essayé d'élever son enfant en paix. Toute l'histoire de la famille d'Helen était un mensonge. Puis le téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Mlle Marchand. » Une voix masculine suave se fit entendre. « Vous avez découvert quelque chose qui n'était pas censé être révélé au grand jour. » Helen se figea. « Qui est à l'appareil? Vous n'avez pas besoin de connaître mon nom. Sachez simplement ceci. Éloignez-vous de cette maison. Oubliez les dossiers. Oubliez le coffre-fort. Avant que cela ne devienne dangereux. Est-ce une menace? » demanda-t-elle en essayant de ne pas laisser sa voix se briser. « C'est une courtoisie, » répondit la voix. « La prochaine fois, nous n'appellerons pas d'abord. » La ligne fut coupée. Cette nuit-là, Helen ne dormit pas. Elle s'assit près de la cheminée, le dossier sur les genoux, le téléphone dans une main et un tisonnier dans l'autre. Quelqu'un savait. Et s'il savait, cela signifiait que ce qu'elle avait trouvé était réel, précieux, dangereux. Elle relut les rapports contenus dans le dossier. Red Lennox n'était pas seulement un gangster. Il avait amassé une fortune cachée, valant aujourd'hui des millions, qu'il avait sorti clandestinement de New York pendant la répression de la Prohibition et caché quelque part. Le coffre-fort dans le sous-sol ne servait pas seulement à ranger des jetons de poker et du whisky. C'était un coffre-fort, et elle avait la clé de ses cartes de localisation. Les codes, les registres, tout était entre ses mains. Aux premières heures du matin, des phares transperçaient l'épais brouillard à l'extérieur. Un SUV noir s'était garé juste derrière le portail. Le cœur d'Helen bondit. Elle éteignit toutes les lumières et s'accroupit derrière les rideaux. Deux hommes sortirent du véhicule, vêtus de costumes, grands, raides dans leurs mouvements. Ils ne frappèrent pas. Ils firent lentement le tour de la propriété. L'un d'eux a testé la porte latérale. Elle était verrouillée. Ils ont attendu dehors pendant 10 minutes, puis sont partis, mais pas avant d'avoir glissé une enveloppe blanche sous le portail. Helen en a attendu jusqu'au lever du soleil, puis est sortie pieds nus pour la récupérer. À l'intérieur se trouvait une note dactylographiée, claire et précise. « Partez maintenant. Cette maison ne vous appartient pas. » Et en dessous, une photo d'elle. Debout dans la pièce cachée, tenant le dossier, prise à travers la fenêtre. Helen recula, la poitrine serrée, l'esprit en ébullition. Elle n'était pas en sécurité. Pas encore. Mais elle ne pouvait pas partir non plus, car ce qu'elle détenait n'était pas seulement de l'argent ou des secrets. C'était la vérité. C'était de sa famille, et c'était l'héritage de sa fille de naître. Il voulait la faire partir, craignant ce qu'elle pourrait révéler. Mais ils n'avaient aucune idée de la personne à qui ils avaient affaire, car Helen Marchand n'avait plus rien à perdre. Et cela la rendait plus dangereuse que n'importe quel fantôme de gangster dans les murs. Le lendemain matin, Helen se tenait pieds nus dans la cuisine, regardant par la fenêtre la longue allée de gravier. Le SUV noir avait disparu, mais son ombre persistait. Elle n'avait pas dormi. Son esprit repassait sans cesse la conversation téléphonique. Vous avez découvert quelque chose qui n'était pas censé voir le jour. Mais il était trop tard. La lumière l'avait déjà trouvé. Elle baissa les yeux vers son ventre. Sa file bougea doucement en elle. « Tu vas savoir d'où tu viens », murmura Helen. Elle prit une décision. Plus de cachette, plus de peur. Elle n'allait pas seulement protéger ce qu'elle avait trouvé. Elle allait le comprendre. Tout comprendre. Elle commença par le bureau. Chaque dossier, chaque photo, chaque note griffonnée dans les marges des registres de Red Lennox. Elle lut ses journaux codés, désormais à moitié déchiffrés grâce aux notes qu'elle avait trouvées. Cet homme n'était pas seulement un contrebandier. Il était méticuleux, paranoïaque, brillant. Il avait blanchi des millions grâce à des sociétés écrans, caché de l'argent dans les murs, des lingots d'or sous les planchers, et même créé de fausses identités pour sa famille au cas où tout tournerait mal, ce qui fut apparemment le cas. Mais une ligne se démarquait, écrite à la hâte au dos d'un des petits registres. « Si quelque chose m'arrive, Margaret sait où cela se termine. »
La rivière voit tout. Helen sentit son souffle se couper. Margaret, sa grand-mère, mais elle n'avait pas seulement fui. Elle avait emporté la vérité avec elle, peut-être même un morceau de ce que Red essayait de cacher. Et si cette vérité n'était pas morte avec elle, alors peut-être avait-elle été transmise à Helen. Plus tard dans l'après-midi, Helen se rendit en voiture à la lisière de la ville, où la Mill River serpentait à travers une étendue de forêt. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle savait qu'elle devait chercher. Elle se gara près d'un vieux pont de pierre, sortit de la voiture et commença à marcher le long de la rive. Au début, rien ne lui sauta aux yeux. Mais après environ 1 kilomètre, elle aperçut quelque chose gravé dans un vieux chêne. Une rose presque identique à celle gravée sur la clé qu'elle avait trouvée dans le livre bleu de Dahlia. Elle suivit le cours de la rivière et trouva un tas de pierres soigneusement disposées dans une formation qui semblait trop précise pour être naturelle. Son pouce s'accéléra. Elle s'agenouilla, balaya les feuilles et la saleté, et trouva une trappe métallique scellée. Ses mains tremblaient lorsqu'elle inséra la clé en forme de rose dans la serrure. Elle tourna. La trappe s'ouvrit dans un sifflement d'air emprisonné. À l'intérieur se trouvait un escalier étroit qui descendait dans une obscurité froide et humide. Elle n'hésita pas. Ce qu'elle trouva n'était pas de l'or, pas encore. C'était une pièce souterraine sèche bordée d'étagères métalliques. Des boîtes d'archives, des dizaines d'entre elles estampillées du même insigne. Lennox Industries, participation privée, registre, titres fonciers, photos d'hommes se serrant la main dans des pièces enfumées, accords confidentiels, potes de vin politique, preuves, chantage, tout. Et au fond, un grand coffre. Elle l'ouvrit et découvrit de l'argent liquide enveloppé dans une toile cirée, des piles de titres au porteur, des pièces d'or et, niché dans une petite boîte en velours, un collier de perles. Elle connaissait ce collier. Elle l'avait vu sur la photo de sa grand-mère. Les doigts d'Ellen s'arrêtèrent dessus, puis elle referma le couvercle. Ce n'était pas seulement un trésor, c'était un moyen de pression. Cette nuit-là, à Charme, de retour au manoir, Helen s'assit dans le salon, le collier de perles entre les mains, devant le feu qui crépitait. Elle comprenait maintenant. Cette maison n'était pas hantée par des fantômes. Elle était hantée par la vérité, parce que des hommes puissants avaient tenté d'enterrer et que des femmes fortes avaient protégé. Et pendant tout ce temps, elle avait cru fuir son passé, son ex-mari, l'échec de son mariage, la solitude. Mais en réalité, elle courait vers quelque chose, vers qui elle était vraiment. Elle pensait n'être qu'une femme abandonnée, mais elle était la descendante de survivants, de combattants. Et maintenant, elle n'était plus seulement une future mère. Elle était la gardienne d'un héritage. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Elle se leva lentement. Cette fois, elle ne ressentait pas de peur. Elle ouvrit la porte et trouva un homme âgé vêtu d'un manteau de laine gris, son chapeau rabattu sur ses yeux perçants. « Vous devez être Helen, dit-il. Elle acquiesça. « J'étais un ami de votre grand-père, continua-t-il, ou peut-être simplement un ennemi qui le respectait. » Elle ne dit rien. Il fouilla dans son manteau et en sortit un petit carnet relié de cuir. Il le lui tendit. Red avait dit un jour, quelqu'un reviendrait ici avec le courage de terminer ce qu'il avait commencé. On dirait que c'est vous. Helen prit le carnet. À l'intérieur se trouvaient des noms, des lieux, des mots de passe, d'autres clés, d'autres secrets. L'homme souleva son chapeau et retourna à sa voiture. Il ne demanda rien. Il n'expliqua pas pourquoi il était venu. Il savait, tout simplement. Et maintenant, Helen le savait aussi. Elle n'était pas là par hasard. Elle ne se contentait pas de reconstruire sa vie. Elle revendiquait son héritage. Et la véritable histoire ne faisait que commencer. Le lendemain matin, après le départ de l'inconnu qui lui avait laissé le carnet relié en cuir, Helen s'assit à la table de la cuisine, dans la douce lumière grise de l'aube. Pour la première fois, le manoir ne lui semblait plus être un poids qui lui opprimait la poitrine. Il semblait vivant, comme s'il respirait à nouveau après avoir dormi pendant des décennies. Le carnet était ouvert devant elle, avec des dizaines de noms, de lieux et de dates. Certains étaient des politiciens, d'autres des magnats des affaires. Beaucoup étaient morts depuis longtemps, mais quelques-uns étaient encore bien vivants. Et Helen en reconnaissait certains grâce aux gros titres des journaux. À la toute fin, griffonnée en lettres majuscules soignées, se trouvait une seule phrase. « Ne les laissez pas nous effacer ». Ce matin-là, Helen comprit quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant.
Il ne s'agissait pas seulement de secrets, d'héritage ou même de lignée. Il s'agissait de la vérité et de ce que l'on choisissait d'en faire. À midi, elle se rendit en ville et se gara devant Milton & Finch, le seul cabinet d'avocats répertorié dans l'annuaire téléphonique du comté dont le nom de famille n'apparaissait pas dans les registres de Red Lennox. Elle rencontra Gillian Finch, une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisaciers et au regard perçant. Helen a tout mis sur la table, au sens figuré comme au sens propre. Les registres, les actes, l'argent, les noms, même la photo en noir et blanc de sa grand-mère avec un bébé dans les bras. Gillian a écouté en silence, puis s'est penchée en arrière et a expiré lentement. « Eh bien, a-t-elle dit, vous avez ici de quoi faire tomber la moitié de l'État si vous le souhaitez. »« Je ne veux pas me venger, » dit Helen. « Je veux protéger ce qui m'appartient et peut-être faire quelque chose de bien. » Gillian haussa un sourcil. « On dirait ton grand-père. »« Je ressemble à ma grand-mère, » corrigea Helen. « C'est elle qui s'est enfuie, qui a recommencé à zéro, qui a essayé de briser le cycle. » Gillian acquiesça d'un signe de tête. « Alors construisons quelque chose de nouveau. » Au cours des semaines suivantes, Helen se mit au travail. Avec l'aide de Gillian, elle créa une fiducie privée, sécurisant légalement le domaine Lennox et les actifs trouvés dans la chambre forte souterraine. Elle utilisa des sociétés écrans, comme Red l'avait fait autrefois, mais pas à des fins criminelles ou pour dissimuler quoi que ce soit. Elle les utilisa pour protéger son héritage contre ceux qui tenteraient de s'en emparer. La première chose qu'elle finança fut les réparations. Elle engagea des entrepreneurs locaux, non pas de grandes entreprises, mais des mères célibataires ayant leur propre entreprise de pose de cloisons sèches, des vétérans qui avaient du mal à trouver du travail, de jeunes charpentiers fraîchement sortis de l'école professionnelle. Le manoir commença à changer pièce par pièce. Les fenêtres furent remplacées, le toit réparé, le jardin restauré, la pourriture éliminée petit à petit, tout comme elle le faisait avec sa propre vie. Un soir, assise sur la balancelle restaurée du porche, le ventre désormais alourdi par le poids de sa fille, Helen regarda le soleil se fondrer à l'horizon et sentit quelque chose changer en elle. Il ne s'agissait plus seulement de préservation, il s'agissait désormais d'un but. Une semaine plus tard, elle déposa les documents nécessaires à la création d'une organisation à but non lucratif, la Fondation Margaret. Sa mission, fournir des repas chauds aux personnes dans le besoin. Helen regarda le soleil se fondre à l'horizon et sentit quelque chose changer en elle. Il ne s'agissait plus seulement de préservation. Il s'agissait d'un objectif. Une semaine plus tard, elle déposa les documents nécessaires à la création d'une organisation à but non lucratif, la Margaret Foundation. Sa mission? Fournir un logement, des ressources et une communauté aux femmes en transition, divorcées, déplacées ou en crise. Car Helen savait ce que signifiait de n'avoir nulle part où aller. Elle savait ce que l'on ressentait lorsqu'on était enceinte et seule au monde. Et maintenant qu'elle avait une maison avec 13 chambres vides, elle ne voyait aucune raison pour qu'elle reste inoccupée. L'aile fut la première à être réaménagée. Peinture fraîche, nouveau lit, salle de bain fonctionnelle. Elle s'associa avec des refuges locaux et des travailleurs sociaux. La première résidente arriva dans les 2 semaines, puis une deuxième, puis une mère avec 2 enfants. Elles ne posèrent aucune question sur le passé du manoir, et Helen n'en parla pas. Tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, c'était ceci. Vous êtes en sécurité ici. Vous n'êtes pas de base et vous avez un avenir. Un matin, alors qu'elle préparait du thé dans la cuisine, une jeune femme nommée Rachel, enceinte de 6 mois et fraîchement sortie d'un mariage toxique, se tenait dans l'embrasure de la porte. « Vous êtes propriétaire de cet endroit ?» demanda Rachel, l'incrédulité dans la voix. Helen sourit. « Il m'appartient tout autant. » Rachel regarda autour d'elle les hauts plafonds, les parquets cirés, la lumière dorée du matin qui filtrait à travers les rideaux de dentelle. « On ne dirait pas un refuge, ce n'en est pas un, » répondit Helen. « C'est un foyer pour nous toutes. » Ce soir-là, Helen s'assit dans le bureau caché sous la maison, où les journaux et les dossiers étaient soigneusement rangés dans des armoires verrouillées. Elle ajouta un nouveau dossier contenant ses propres photos des rénovations et les noms des femmes qui vivaient désormais là. Des lettres de remerciement. Elle glissa une note devant. « C'est ainsi que nous brisons le cycle. Pas avec des menaces, mais avec un refuge. »
Elle baissa les yeux vers son ventre et sourit. « Tu vas naître dans une maison pleine de femmes fortes, tout comme celles qui t'ont précédé. » Dehors, le vent soufflait dans les arbres. Mais à l'intérieur du manoir, il y avait de la chaleur, des rires dans le couloir, des odeurs de dîner dans l'air. Les fantômes n'étaient pas partis. Ils observaient simplement. Et enfin, ils étaient fiers. Helen Marchand se tenait devant le miroir dans ce qui était autrefois la grande salle à manger du domaine Lennox. Le lustre au-dessus de sa tête, autrefois recouvert de toiles d'araignée et taché par des décennies de fumée, brillait désormais d'une nouvelle vie. Son reflet était différent lui aussi. Non pas parce qu'elle était maquillée, ni parce que ses cheveux étaient coiffés ou ses vêtements propres, mais parce que pour la première fois depuis des années, elle reconnaissait la femme qui la regardait. Ses yeux n'étaient plus fatigués. Ils étaient concentrés. Ses épaules n'étaient plus voûtées par la honte ou la peur. Elles étaient fortes, solides. Elle n'était plus la femme brisée qui avait signé les papiers du divorce. Elle n'était plus la femme qui pleurait dans la baignoire d'un Motel 6 en serrant une échographie dans ses mains. Elle était désormais quelqu'un de complètement différent. Elle était la fondatrice d'un sanctuaire. Elle était la protectrice d'un héritage. Et très bientôt, elle serait mère. Au bout de 3 mois de transformation de la maison, la communauté a commencé à remarquer le changement. Les habitants de la ville qui chuchotaient autrefois dans son dos à l'épicerie apportaient désormais des plats cuisinés et des couvertures aux femmes qui séjournaient dans la maison. L'entrepreneur général a laissé gratuitement des matériaux d'isolation supplémentaires. Un enseignant local a proposé de donner des cours gratuits dans l'ancienne bibliothèque. Un après-midi, une femme d'une 60aine d'années a frappé à la porte, tenant une photo défraîchie. Sa voix tremblait lorsqu'elle a parlé. C'était ma mère. Elle a travaillé ici dans les années 40. Elle était domestique chez Red Lennox. Elle disait qu'il était rude, mais que sa femme Margaret était gentille. Elle disait que la maison était toujours pleine de secrets, mais aussi pleine de vie. Helen a pris la photo avec révérence. La maison recommençait à parler à travers les souvenirs, à travers les gens, à travers la guérison, et elle aussi. Mais la croissance n'est pas toujours paisible, elle est douloureuse, comme lorsqu'on étire des muscles dont on avait oublié l'existence. C'est se réveiller à 3 heures du matin avec des doutes qui pèsent sur la poitrine. C'est se demander, suis-je assez forte? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Helen se débattait avec ces questions chaque nuit. Elle lisait d'autres journaux de Red, partagés entre la fierté et le malaise. Son monde était brutal, impitoyable. Mais derrière le sang et les affaires se cachait un homme qui essayait désespérément de protéger sa famille des forces qui se rapprochaient. Et maintenant, elle faisait la même chose. Seulement, au lieu d'armes et de pots de vin, elle utilisait des papiers, des permis et de la compassion. Au lieu de cacher de l'argent dans des coffres forts, elle l'utilisait pour financer des soins prénataux, des programmes éducatifs et une assistance juridique. Ce que Red avait enfoui sous terre, Helen le mettait en lumière. Puis vint le jour où la première femme partit. Rachel, celle qui s'était tenue dans la cuisine pour demander si cet endroit était réel, celle qui avait le cœur meurtri et les mains nerveuses. Elle avait trouvé un emploi, emménagé dans un petit appartement à proximité et était revenue avec des fleurs pour Helen. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir recommencer à zéro, » dit Rachel, la voix brisée. « C'est vous qui m'avez donné cette chance, Badopé. » Helen ne savait pas quoi répondre, alors elle la serra fort dans ses bras. Plus tard dans la soirée, Helen écrivit dans son journal un petit carnet en cuir qu'elle gardait à côté de son lit. « Elles pensent que je leur ai donné quelque chose, mais en réalité, elles m'ont tout autant sauvé. » Ces contractions commencèrent 2 semaines plus tôt que prévu. C'était au milieu de la nuit. La pluie tambourinait sur les fenêtres et le tonnerre grondait quelque part au fond des collines. Elle essaya de ne pas paniquer. Elle envoya un SMS à Gillian Finch et à l'une des infirmières bénévoles du refuge. En quelques minutes, la maison s'anima. Madame Patel, une sage-femme à la retraite qui occupait une chambre au rez-de-chaussée, t'écoutait en moins de 5 minutes, calme comme toujours. « Vous êtes entre de bonnes mains, » dit-elle en posant des serviettes chaudes sur le lit. « Cette maison a été construite pour résister aux tempêtes. » Helen agrippa le bord du matelas et rit malgré la douleur. « Ma vie entière a été une tempête. »« Madame, » dit Madame Patel en souriant doucement. « Oui, mais regardez-vous, vous ne vous êtes pas noyée. » Après 8 heures de travail,
Alors que les premières lueurs du jour commençaient à filtrer à travers les rideaux de l'aile est, un cri retentit dans la pièce. Clair, fort, vivant. Ils placèrent le bébé dans les bras d'Ellen, enveloppé dans une couverture cousue à partir de chutes de tissu données par les femmes qui étaient noicées par la maison. Elle était petite mais parfaite, des boucles brunes, le nez de sa grand-mère, les yeux de son arrière-grand-mère. Helen la regarda et murmura. « Bienvenue à la maison, Eleanor Margaret Merrill. » Cette nuit-là, tandis que le bébé dormait, blotti contre sa poitrine, Helen s'assit dans le vieux rocking chair près de la fenêtre et regarda le domaine. Le clair de lune scintillait sur les arbres. Le vent soufflait doucement à travers les murs. Il y avait encore des pièces dans la maison qu'elle n'avait pas explorées, des secrets encore intacts. Mais cela ne la dérangeait pas, car elle savait désormais qui elle était. Elle n'était plus la fille abandonnée par son ex-mari. Elle n'était plus la femme qui avait acheté une maison en ruine avec un cœur brisé, mais la mère, l'héritière, la bâtisseuse de quelque chose qui lui survivrait. Et la maison ne lui semblait plus hantée, elle lui semblait sacrée. 6 mois plus tard, le domaine Lennox ne ressemblait plus à un manoir hanté. La peinture était fraîche, la balancelle ne grinçait plus. Elle résonnait des rires des tout-petits qui apprenaient à marcher. L'aile brillait chaque nuit d'une lumière chaleureuse, remplie de femmes qui apprenaient à recommencer leur vie. Et dans l'aile ouest, les pièces familiales d'origine Helen étaient assises dans le bureau reconstruit, un journal ouvert sur ses genoux, sa fille endormie dans un berceau à côté d'elle, emmaillotée dans la même couverture que Margaret Lennox avait autrefois cousue à la main pendant son propre exil. Dehors, le vent agitait les chênes, il ne murmurait plus de secrets. Désormais, il racontait des histoires de femmes qui refusaient d'être effacées. Helen regarda autour d'elle dans le bureau, là où les registres répertoriaient autrefois les livraisons de contrebande et les pots d'œufs. Les étagères contenaient désormais des photographies encadrées représentant des moments de joie et de résilience. Rachel souriant à côté d'une petite clé d'appartement. Donna serrant son fils dans ses bras après avoir obtenu sa garde. Une lettre d'une femme nommée April qui écrivait simplement « Vous m'avez fait croire que je méritais de rentrer chez moi. » Helen avait conservé toutes les lettres car c'était la partie que personne ne vous racontait. L'héritage ne se trouve pas dans le sang ou les comptes bancaires. Il se trouve dans ce que vous faites des morceaux brisés. Il se trouve dans ce que vous choisissez de reconstruire. Les habitants de la ville ne regardaient plus Helen avec suspicion. Désormais, ils lui faisaient signe lorsqu'elle se rendait au marché, l'arrêtaient pour lui demander conseil, l'invitaient à prendre la parole lors des réunions municipales. Ils avaient même commencé à donner un nouveau nom au domaine, la Maison Martienne. Au début, Helen les avait corrigés. C'était le domaine Lennox, disait-elle. Mais ensuite, l'une des femmes, jeune, courageuse et enceinte de 7 mois, avait souri et dit que c'était bien cela. Maintenant, c'est le vôtre. Et Helen comprit quelque chose. Elle n'avait pas seulement hérité d'une maison, ni même d'un mystère. Elle avait hérité d'une mission. Et surtout, elle l'avait accomplie. Un matin, Eleanor, âgée de 6 mois, les yeux pleins de feu et le rire pétillant comme du champagne, tendit la main et prit le journal d'Ellen sur ses genoux. Il s'ouvrit à la première page. Helen le ramassa et sourit. On pouvait y lire « Premier jour, je ne sais plus qui je suis ». Elle tourna la dernière page et ajouta « Jour 184, je sais exactement qui je suis maintenant. Je suis le courage de ma grand-mère. Je suis l'avenir de ma fille. Je suis la tempête et le calme qui suit. » Plus tard dans la soirée, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Helen sortit dans le jardin. Elle portait Eleanor dans une écharpe contre sa poitrine. Le chemin de pierre, autrefois envahi par les mauvaises herbes, était désormais fleuri de roses plantées par les femmes elles-mêmes. Chaque fleur portait un nom. Pas les noms du passé, mais les noms de celles qui avaient survécu, celles qui étaient restées, celles qui avaient recommencé. Helen s'arrêta devant le dernier parterre, encore vierge de toute plantation. Elle se baissa, posa délicatement Eleanor sur la couverture moelleuse à proximité et creusa un petit trou avec ses mains. Elle y déposa une clé en laiton, celle en forme de rose, celle qui avait ouvert la première porte vers le passé, celle qui avait tout déclenché. Elle la recouvrit de terre, la pressa avec sa paume et murmura « Merci ». Pas seulement à la maison, pas seulement à Red ou Margaret,
ni même à son jeune moi, mais au voyage, au silence qui lui avait appris la force, à l'obscurité qui l'avait poussé à chercher la lumière, à la solitude qui avait creusé un espace pour la renaissance. Elle prit Eleanor dans ses bras, embrassa son front doux et regarda vers l'horizon. « Un jour viendra, murmura-t-elle, où tu me demanderas ce qu'est cet endroit, pourquoi il est important. Ce que nous faisons ici, sourit-elle, et je te répondrai, c'est ici que les femmes viennent pour cesser de fuir. C'est ici que ce qui est brisé devient sacré. C'est ici que le silence se transforme en chant. » Au final, elle n'avait pas besoin d'un monument, ni d'applaudissements, ni de livres d'histoire, car Helen Marchand avait construit quelque chose que personne ne pouvait détruire. Un héritage qui n'était pas gravé dans la pierre, mais enraciné dans l'amour, renaissant dans la guérison et vivant dans chaque souffle que sa fille prendrait. Et cela suffisait. Parfois, les plus grands tournants de la vie commencent dans les ruines. Helen Marchand n'avait pas pour objectif de devenir la sauveuse de qui que ce soit. Ni d'elle-même, ni de ses filles, ni des femmes qui allaient plus tard remplir les salles de ce manoir autrefois oublié. Elle voulait simplement un endroit où recommencer. Mais en choisissant de rester et de ne pas fuir ce qui l'effrayait, elle s'est engagée dans quelque chose de plus grand qu'elle-même. Dans un monde qui dit aux femmes de disparaître discrètement, Helen a choisi de rester. Et ce faisant, elle a ouvert la voie à d'autres. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous. D'autres histoires fortes sont à venir. Vous connaissez quelqu'un qui recommence à zéro? Partagez ceci avec lui. Parfois, il suffit d'une seule clé pour tout changer.